Aujourd'hui, Smash Bros comprend 4 pays majeurs. Les États-Unis, le berceau du Smash Bros compétitif, le Japon et son niveau au mètre carré indécent, la France, en tant qu'égérie de l'Europe et dans le monde entier, et enfin le Mexique. MKLeo, Spargo, Meister, SkyJ ou Chag, ils viennent tous de ce pays et ont déjà fait leurs preuves face aux meilleurs joueurs du monde. Pourtant, s'il y a bien un pays qui n'était pas prédestiné à marquer l'histoire de Smash, c'est bien le Mexique. Dans un pays en proie aux guerres de gangs, à l'extrême pauvreté et où la scène a mis beaucoup de temps à se développer, rien ne laissait supposer un tel succès pour les joueurs mexicains. Mais à force de travail, d'efforts et aussi d'un peu de chance, le Mexique s'est trouvé une place parmi les pays les plus importants de l'histoire de Smash. Nous sommes en 1999. Le Mexique sort petit à petit de la crise financière de 1994 et les rayons du pays tout entier sont abreuvés de consoles 3D, dont la Nintendo 64. Les enfants mexicains n'attendent qu'une seule chose, la sortie du prochain jeu Nintendo, Smash 64. Avec la promesse de faire s'affronter Mario et Pikachu, Link ou encore Rondoudou, le jeu a de quoi séduire et sera un énorme succès à la sortie. Avec plus de 5 millions de ventes en 3 ans, le jeu explose tout pour une nouvelle licence. C'est cette année que naîtra Super Smash Bros. Mais le début des années 2000 marque surtout l'émergence de l'internet libre et accessible à tous. Les blogs, les sites web, les forums sont investis par les internautes du monde entier pour parler d'à peu près tout et donc aussi de Smash Bros. Au Mexique, le plus vieux forum qu'on puisse trouver, c'est smashmex.com. Un forum toute somme classique, actif dès 2006 jusqu'à au moins 2008. Malheureusement, ce site n'existant plus, on peut se fier qu'aux archives Wayback Machine. Durant toute sa durée de vie, le site accueillera des topics très variés. Ce forum est la preuve de l'intérêt naissant du pays pour la licence. En parallèle, on retrouve des utilisateurs mexicains sur le forum Smashboard, un site encore actif et surtout bien plus fréquenté. Les joueurs du monde entier s'y retrouvent pour parler du jeu. C'est d'ailleurs là-bas, en 2011, que sera annoncé un événement très intéressant. Bonjour, amis smashers du monde entier, je suis ici pour vous annoncer le tournoi qui décidera quel joueur mexicain ira à l'Apex. Musashi, un organisateur de tournois mexicain, met en jeu un ticket pour participer à l'Apex, un des plus gros tournois américains de l'époque. Pour le moment, aucun joueur mexicain n'avait fait de résultat en dehors du pays, ceci restant extrêmement discret. Alors ils existaient, ils parlaient du jeu, ils étaient actifs en ligne, ils faisaient même des tournois, mais même pour l'époque, les tournois étaient assez restreints, on parle d'à peine 20 joueurs. Le Mexique est une scène mineure, mais ce ticket pour l'Apex permettrait de mettre la lumière sur les joueurs du pays. Ce qui nous amène au 17 septembre 2011, où les meilleurs joueurs mexicains de mêlée vont s'affronter pour remporter le ticket. Malgré l'enjeu, le tournoi ne comptera que 17 joueurs, et le gagnant, Ravi, dominera les débats. Avant même le début du tournoi, beaucoup le voyaient comme le meilleur joueur mexicain. Il sera donc le fier représentant du pays aux côtés de X, un compatriote. Le 5 janvier 2012, l'avion de Ravi et de X se pose dans le New Jersey. Puis, le 8 janvier de cette même année, Ravi marque le début des hostilités face aux meilleurs joueurs du monde. Sur sa route, il affrontera Lovage, qui le battra 2-0. Ce qui envoie Ravi dans l'arbre des perdants. D'ici, il peut encore espérer remonter jusqu'en finale, à condition de ne plus perdre un seul set. Et c'est bien ce qu'il va faire, en remportant 4 sets à la suite, en allant même jusqu'à recroiser Lovage, sur qui il va prendre sa revanche. Ce qui lui fait déjà une victoire sur le 42e mondial. Mais juste après, c'est Axe, 11e mondial qu'il doit battre. Ravi, always in control. Wow. Wow, that was beautiful. Puis vient celui qui est censé mettre fin à son ascension. PPMD, un des 5 dieux de mêlée et 4e meilleur joueur du monde à l'époque. Whoa! Forward smash? On forward throw? Javi running off the platform with a back air. Finish Javi off. However, he's in trouble right now. Looking by the ledge. Free frame up smash. Whoa! Cette victoire de Javi sur PPMD sera aussi la dernière. Hungrybox l'éliminera juste après, concluant le tournoi de l'émissaire mexicain à la 4e place. Ce qui est clairement inattendu. Même les tops de l'époque sont surpris et le voient potentiellement comme le futur meilleur Fox du monde. Sans aller jusque-là, il finit l'année 2013 à la 19e place du classement mondial. On retrouvera un autre Mexicain, Eddie Mexico, à la 42e place. Ce qui nous fait 2 joueurs mexicains dans le top 100 mondial.
Malheureusement, le Mexique n'a jamais été vraiment une nation de mêlée, contrairement aux États-Unis. Javi et Eddie se distinguent des autres, mais ce sont les seuls. Mais à la sortie de Super Smash Bros. Brawl, on va commencer à voir de nombreux profils émerger. Des joueurs parmi les meilleurs mondiaux sur leurs personnages. On peut notamment penser à Guayamas, un des meilleurs Wario du monde. D'ailleurs, des jeunes joueurs commencent à faire parler d'eux. Notamment un certain Leonardo Lopez Pérez, qu'on aurait aperçu en convention. D'après les joueurs présents, il était déjà très bon pour son âge. Avec cette nouvelle génération de joueurs, le nombre de participants au tournoi augmente et les organisateurs sont de plus en plus motivés. L'équipe du forum SmashMex va former une équipe à part entière qui va même organiser en 2013 la première édition du Smash Factor, l'un des tournois les plus iconiques, si ce n'est le plus iconique, du Mexique. Cette première édition sera marquée par le passage et la victoire de Mewtwo King, 5e meilleur joueur mondial sur Brawl à l'époque, mais surtout on retrouve notre petit Leonardo sous le pseudonyme Léo, avec une très belle 9e place sur 32 joueurs, et tout ça à seulement 12 ans. Je faisais quoi à 12 ans moi ? Dès l'édition suivante, Gonzo l'emportera sur Mr. R, le meilleur joueur européen de l'époque, prouvant ainsi que des joueurs mexicains pouvaient l'emporter sur des tops mondiaux, même sur Brawl. Mais si l'on regarde dans l'ensemble, les choses sont moins encourageantes. On observe bien quelques victoires intéressantes de ci et de là, mais le pays reste assez discret. Notamment dû au fait que voyager aux États-Unis est loin d'être simple. Sans rentrer dans les détails, mais même pour un tournoi, la création d'un visa B2 coûte à peu près $150. Ajoutez à cela le temps passé sur les tâches administratives et le coût du billet, on comprend que peu de joueurs sont enclins à aller aux États-Unis. La scène grandit petit à petit, mais pour le moment, rien ne distingue le Mexique des autres pays. Peut-être qu'un petit jeune bourré de talent pourrait changer la donne. Si l'opus sur Wii U souffre de certains problèmes, à sa sortie, c'est un vent de fraîcheur par rapport à Brawl. Le jeu est plus vif, le roster est plus varié, mais dans l'ensemble, les joueurs forts sur Brawl le sont aussi sur Smash 4. Vous vous doutez bien que ça va être aussi le cas pour Léo. Dès la sortie du jeu, il se place dans l'élite du Mexique. Mais c'est durant le 4e Smash Factor qu'il va pouvoir le prouver au monde entier. Ce Smash Factor n'a rien à voir par rapport aux précédentes éditions. Tout d'abord, le tournoi Smash 4 va accueillir plus de 280 joueurs, faisant de ce tournoi le plus gros tournoi de l'histoire du Mexique. Ce à quoi vous pouvez rajouter 100 joueurs de mêlée et vous avez plus de 300 participants au total. Ce qui est d'ailleurs totalement inédit pour un événement mexicain. Mr. R est de retour et il a bien l'intention de l'emporter cette fois-ci. Du côté mêlée, c'est Mewtwo King et Axe qui arrivent directement des États-Unis. Les 300 joueurs présents s'affrontent pour plus de $4000 de cash prize. Malheureusement, il n'existe plus aucune VOD issue de l'événement, à part la grande finale opposant Mr. R à un certain MKLeo. So, yeah, this is game one. Este es el primer juego, chavos. El primer juego del set. Y hacer el up B para matarte con el Vanish. Digo, a todos nos lo ha hecho mil millones de veces. Le encanta esa técnica. Y bueno, el upper acaba de también. Y con el control stage está un poco difícil que Miserar se pueda. ¡Leo lo consiguió! ¡Leo lo consiguió! La verdad es que Miserar se está poniendo muy nervioso y lo está demostrando. Esperemos que pueda hacer algo porque. ¡Ay, ¡Se acabó, señores! ¡Histórico! ¡Se acabó! ¡Histórico! ¡Histórico! Alors je vous avoue que j'ai fait allemand LV2, je parle pas un mot d'espagnol, mais historico je sais ce que ça veut dire. Avec cette victoire, MKLeo signe son premier succès face à un top mondial. Car oui, Mr. R en 2015, c'est le 4e meilleur joueur du monde. Mais soyons clairs, seulement 2 mois avant, MKLeo avait remporté The Arena 2015, un tournoi mexicain à plus de 100 joueurs. Et tout le monde le voyait déjà comme le numéro 1 du pays. Si un joueur mexicain pouvait battre Mr. R, c'était lui et personne d'autre. Après cette victoire majeure, la carrière de Léo va connaître une ascension fulgurante. Au Mexique, il remporte quasiment chaque tournoi où il participe, et en dehors, ses performances s'améliorent de tournoi en tournoi. Puis petit à petit, il gagne une réputation de joueur d'échelle internationale. Mais il lui manquait une grosse victoire qui marquerait l'esprit des joueurs du monde entier. Nous sommes fin 2016. Léo participe au Zero Saga aux États-Unis, un tournoi avec plus de 360 participants, dont un certain Zero. Pour faire simple, Zero, c'est le meilleur joueur de Smash 4, sans débat possible. C'est le joueur qui a gagné 56 tournois d'affilée, dont 43 sans perdre une seule game. Tout le monde sait que c'est le meilleur, tout le monde l'accepte. Et globalement, s'il perd, on met ça sur la faute du hasard plus qu'autre chose. Ce tournoi est à son effigie, il est donc normal de le voir présent ici.
Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de le voir en loser bracket. Alai, le meilleur Mario du monde, surprit tout le monde en le battant 3-2. Malheureusement pour Léo, cette défaite du numéro 1 mondial signifiait qu'il devait l'affronter. Et qu'il devait l'affronter plus tôt que prévu. Pour info, Zero avait tweeté ceci il y a 1 an. J'ai gagné l'Evo sans perdre de game, je n'ai peur de personne. S'il veut me défier, très bien, qu'il vienne m'affronter sur le sol américain. D'après vous, est-ce qu'en 1 an, Léo a eu le temps de s'entraîner suffisamment pour battre le meilleur joueur du monde? Pour faire court, oui. Oh, I think that's MK Leo's first game. So it's a shield breaker. That might be an option. Oh, that's a punish. But Zero again is back and that's a stop. Pour vous, ce n'est pas une surprise. Mais pour la scène Smash 4, voir un jeune joueur non américain prendre 2 games à 0, c'est un séisme. Mais ce qui va suivre l'est encore plus. That was set. Oh, look at damage. This man is damaged goods. Yeah. Oh, no, he did! He does it! Don't look at me! Léo l'emporte face à 0, 3-0, en remportant même la dernière game sans perdre de stock. Ça, c'est véritablement anormal. S'en suivra la victoire du tournoi par Léo en remontant le loser bracket. Zero, lui, finira 4ème, se faisant complètement éclipser par le jeune prodige mexicain. Dans la foulée, Léo continuera son incursion sur le sol américain en remportant le Genesis face à Alai. La scène Smash 4 mondiale ne pouvait plus compter sans MKLeo. Mais revenons un petit peu du côté national, où les choses évoluent également assez vite. Courant 2016, Chak deviendra le 3e meilleur joueur du pays. Derrière, évidemment MKLeo, et derrière, Ravi. Puis cette même année, on verra l'arrivée de Meister, l'un des tout meilleurs Game & Watch du pays. À ce moment-là, personne ne le sait, mais il sera le meilleur Game & Watch du monde 2 ans plus tard. Malheureusement, 2018 signera la fin de vie de Smash 4. Faisons donc un rapide bilan. Ravi, Chag et Rox seront respectivement 1er, 2e et 3e à l'échelle nationale. MKLeo, quant à lui, est devenu le meilleur joueur du monde, détrônant Zero. Ironiquement, il ne sera même plus sur le ranking mexicain, probablement dû à un manque de tournois joués sur son territoire. Enfin, Meister finira 44e mondial et le Mexique sera une région de plus en plus respectée. Il suffit de voir le nombre de participants à tous les Smash Factor depuis. Plus de 350 participants avec des joueurs mexicains évidemment, mais aussi des joueurs américains, japonais et européens. Smash 4 sera donc notamment marqué par l'ascension fulgurante d'MKLeo et l'émergence de très bons joueurs. Mais est-ce qu'on peut encore parler de nation majeure? De vous à moi, pas encore. Ce qui manque au Mexique, c'est le nombre. Certes, il y a plus de joueurs qu'à l'époque Melee et Brawl, mais on est loin d'un pays majeur. La player base est déjà là, motivée, solide, mais c'est à la sortie d'Ultimate qu'elle va révéler son plein potentiel. Au fait, si Smash Bros et l'e-sport vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous aide à produire du contenu régulièrement et vous informer des prochaines sorties. À la sortie du nouvel opus, le Mexique se révélera comme une pépinière de talents formidable. Mais qui sont ces nouvelles étoiles naissantes ? Tout d'abord, les bons joueurs mexicains restent en place. Meister, Chag et Ravi trônent sur le podium du pays. Cependant, on retrouve aussi de nouveaux joueurs qui vont bientôt faire parler d'eux. SkyJ, qui deviendra le meilleur Félinferno du monde. Nair, qui deviendra le meilleur Ridley du monde. Joker, une des meilleures Samus au monde. Le but n'est pas de faire une liste des très bons joueurs, mais si on le voulait, on pourrait le faire sans souci. Cependant, parmi tous ces noms émergents, un de ceux-ci devrait vous mettre la puce à l'oreille. Spargo. De façon assez similaire à Léo, Spargo a très vite gagné en niveau avec la sortie de ce nouvel opus. Avec quelques tournois sur Smash 4, il va se forger une réputation de joueur solide. Mais à la sortie de Smash Ultimate, c'est un changement de dimension complet. La première année, il sera classé 11e au Mexique. Mais à la différence de Léo, Spargo a un atout en plus, le mode en ligne. Le mode en ligne de Smash Bros ne jouit pas d'une réputation extraordinaire, surtout pour les compétiteurs. Entre problèmes de connexion, environnement toxique et les infrastructures absolument pas prévues pour ça, il est clair que l'environnement est hostile à la compétition. Cependant, ça reste toujours mieux que Smash 4 et bien mieux que Brawl. Donc Spargo va pouvoir profiter de ce nouvel outil pour devenir meilleur. Même pas un mois après la sortie du jeu, il remporte la Naifu Wars 2, un tournoi organisé par Nairo, l'un des tout meilleurs joueurs de l'époque. Mais le Mexicain qui fait encore le plus parler de lui, c'est bel et bien Léo. Dès la sortie du jeu jusqu'à 2023, il va se placer premier de tous les classements. Le fait qu'il soit le meilleur ne fait aucun débat. C'est d'ailleurs grâce à ce règne sans partage qu'il est considéré aujourd'hui comme le meilleur joueur de Smash Ultimate de tous les temps. Mais du coup, qui l'a remplacé en 2023 ? Qui a réussi à détrôner celui qu'on considère donc comme le meilleur joueur de l'histoire de ce jeu ? Pour la première fois de l'histoire, ce sera un japonais, Akola, suivi de très près par Spargo. Pour la toute première fois de l'histoire, ni le numéro 1 ni le numéro 2 ne sont originaires des États-Unis sur Smash Bros.
Durant toute la période pandémique, Spargo s'entraîne sans relâche en online, lui valant le titre de Wi-Fi Warrior. Il devient même le meilleur joueur online du monde, remportant tournoi sur tournoi face aux meilleurs joueurs de la planète. Akola de son côté suit une trajectoire similaire, mais de l'autre côté du globe. Il deviendra le meilleur joueur du online japonais juste avant de devenir le meilleur joueur du monde. Durant toute l'année 2023, les deux joueurs s'affrontent à de nombreuses reprises. Et presque à chaque rencontre, le joueur mexicain sortira vainqueur. Akola avait beau être numéro 1, Spargo était son pire cauchemar. Puis, début 2024, le mental du jeune mexicain s'effrite. Le rythme effréné de la compétition, les voyages répétés, le stress des finales, tout ça semblait l'affecter. Il passe de 2e à 9e meilleur joueur du monde. Jusqu'à la fin d'année 2024, où il finira enfin premier à l'échelle mondiale. Mais côté national, les choses ont-elles vraiment changé? Oui, et pas qu'un peu. Ultimate verra l'ascension de Spargo, mais surtout de très bons joueurs. Aujourd'hui, on compte 6 joueurs mexicains dans le top 100 mondial, dont 3 dans le top 20. Cependant, le pays se distingue par un nombre assez absurde de joueurs méconnus. On peut vous parler de Guiyu, le meilleur Kirby du monde, Rox, l'une des meilleures Chic du monde, Skyjay, le meilleur Fée l'Inferno du monde, Jazar, meilleur Dr Mario du monde, Chag, l'une des meilleures Palutena du monde, et j'en passe. À nouveau, l'idée ici n'est pas de vous faire une bet list, mais de vous montrer à quel point le Mexique est dense en termes de talent. D'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est la concentration de très bons joueurs. Avec un peu moins de 10 millions d'habitants, Mexico City accueillait la majorité des tops du pays. C'est pas pour rien que Gluttony s'y rendait pour s'y entraîner. Mais il reste une dernière question. Qu'est-ce qui différencie le Mexique du reste de l'Amérique latine? En particulier sur Ultimate. Pourquoi ce pays a pu développer autant de talent? Pourquoi le Brésil, par exemple, n'a pas connu la même ascension? Pour le comprendre, il va falloir abandonner les grandes scènes, les cash prizes mirobolants et revenir à la base de tout. Mexico. Aux alentours de 2010, quand la scène mexicaine commençait à se développer, l'e-sport en était encore à ses balbutiements. Les premiers Worlds de League of Legends ont eu lieu en 2011, pour vous donner un ordre d'idée. À cette époque, l'e-sport c'était flou et obscur comme domaine. Ça l'est encore pour vos parents. Personne ne pensait aux scènes magistrales avec des millions de dollars à la clé. Pourtant, les choses se sont mises en route petit à petit. Tout d'abord avec des forums, des discussions, puis des petits événements. Ensuite vient l'heure de prouver au monde entier, de se confronter aux autres joueurs, comme Ravi a pu le faire durant l'Apex 2012. Une fois l'engrenage, celui de la passion lancé, la machine marche d'elle-même, en laissant le temps la rendre de plus en plus imposante. En 2013, le premier Smash Factor a accueilli 32 participants. En 2024, pour la 11e édition, ce fut plus d'1 millier venus du monde entier. Le Mexique a eu la chance d'accueillir de nombreux joueurs exceptionnels. Ravi, Léo, Spargo ont su tous trois représenter leur pays à travers les différents opus de la saga. Mais sans les petits tournois, sans l'équipe SmashMex et sans les discussions en ligne, leur progression aurait été impossible. Si l'histoire ne retient que les grands gagnants et les têtes d'affiche, elle s'écrit bien souvent grâce à un effort communautaire. Des organisateurs, des managers, des joueurs qui, à leur échelle, participent à l'essor de la scène. Sur Smash, le Mexique suit en réalité une histoire assez commune, des communautés de plus en plus grandes, attirant de plus en plus de monde et devenant, in fine, un vivier de talent. C'est classique sur Smash. L'histoire du Mexique est similaire à celle de la France par exemple. Il n'est pas impossible que d'autres pays suivent ce modèle, grandissant petit à petit jusqu'à devenir des acteurs majeurs de la scène mondiale. Si le Mexique a su s'imposer, c'est grâce au temps, aux efforts et peut-être un petit peu grâce à la chance. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, l'histoire du Smash Bros mexicain continuera de s'écrire tant que la licence continuera de vivre.